Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du conseil municipal. C'est une réunion, essentiellement une réunion d'information où nous sommes ici pour écouter des présentations soit du personnel ou du public. C'est une réunion où il n'y aura pas de décisions qui allont être prises. C'est comme on dit communément une réunion d'information. Alors, comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques. Alors, sans plus tarder, nos premiers groupes pour la présentation, Aaron Chance. Aaron, pour peut-être besoin de la traduction, il y a des écouteurs disponibles en arrière, sinon on continue. Bonjour, je me présente, je m'appelle, comme vous avez dit, Aaron Chance. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Nos Aliments Sud-Est Nouveau-Brunswick. On est un réseau régional, donc ça compromise le comté de Kent, Westmoreland, puis Albert. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, vous parler de la promesse alimentaire. Donc la promesse alimentaire, c'est comme une idée, il y a un mouvement autour de l'alimentation dans notre région. Je sais, comme vous le savez déjà, la ville de Dieppe en fait partie même avec le travail avec la récolte de chez nous et le marché de Dieppe. Donc une grande partie de notre travail, c'est autour de l'accès à la nourriture. Donc du point de vue de comment ça a à faire avec notre santé, l'éducation, l'économie locale, avec les produits locaux, l'environnement, la culture et la justice sociale, où l'accès à la nourriture est une chose très importante dans notre région. Donc, l'objet de la promesse alimentaire, c'est appelé une charte alimentaire, mais pour nous, quand on a regardé ça, c'est un document avec lequel on veut sensibiliser le public, travailler avec le public. Donc, on a changé ça une promesse alimentaire. Donc, l'objet de la promesse, c'est de nous aider. Je vais même le dire en anglais là, parce que j'aime pas ma traduction que j'ai faite en français. C'est The pledge helps us. Ça nous aide à essayer de détruire la complexité du système alimentaire et ça nous donne des plus petites portions avec lesquelles on peut travailler beaucoup plus facilement pour établir des buts qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Parce que la sécurité alimentaire, c'est très complexe. Il y a tellement de moving pieces et tout ça. Donc, c'est une façon de la regarder et de s'organiser, d'avoir des grandes lignes qui nous supportent dans nos décisions et notre planification. Donc, ce projet a pris pas mal de temps. Là, on est arrivé à... je crois que c'est après à peu près 3 ans, là. On a beaucoup de partenaires. On a pris notre temps. On a fait sûr de passer du temps avec le public, avec beaucoup d'organisations à but non lucratif. Et des fermiers, des membres du public, aussi beaucoup d'instituteurs et notre système scolaire aussi a été inclus dans... Et puis ce qu'on voulait faire, c'était on voulait mettre quelque chose sur papier qui allait nous aider à partager notre message, mais aussi à inspirer les autres, inspirer nos décideurs, inspirer le public à travailler envers un meilleur système alimentaire. Parce que dans notre coin, il y a du gros potentiel pour ça. Donc notre but, c'est ensemble, de s'appliquer ensemble et de tisser des liens entre nos diverses ressources de façon à bâtir un système alimentaire vigoureux et qui contribue au bien-être économique, social et culturel de la région. Donc la façon dont on a organisé cette promesse, on l'a divisée en comme 6 piliers. Donc, ce que je vais vous dire, je vais juste vite décrire les piliers de cette promesse et quelques exemples qui ont à faire avec. Donc, autour de la santé, on sait très bien que notre alimentation est directement liée à notre santé. Mais ça va pas mal profond parce que on a des gros problèmes autour de les maladies chroniques qui ont directement à faire avec ce qu'on mange et aussi... le problème d'obésité dans le Nouveau-Brunswick, des choses comme ça. Donc,
Un exemple, c'est la question que j'aime demander, qu'on aime demander, qu'on essaie de résoudre, c'est pourquoi est-ce que c'est facile et abordable d'acheter de la nourriture haute en sucre, sodium et agents préservatifs et si dur à trouver de la bonne bouffe? Parce que quand on va à l'épicerie, c'est pas aussi évident. Et surtout, si on a un budget limité, c'est là que ça change beaucoup. Si j'ai envie de remplir la bédaine de mes petits, que j'ai pas beaucoup de budget, je vais pas aller dans le produce aisle. Donc une autre chose, c'est autour de l'éducation. Donc le savoir-faire et nos traditions alimentaires ont besoin d'être partagés dans nos écoles, dans nos communautés. Le home ec, ça n'existe plus dans nos écoles. Et je sais qu'ici, le district francophone sud a des projets vraiment incroyables à ce niveau-là. Donc il y a des choses à célébrer. C'est pas entièrement négatif. Mais on est de plus en plus déconnecté avec notre nourriture. Et ceci a un impact socioculturel et elle est liée à notre santé, mais aussi à notre économie locale. Parce qu'on n'a plus l'habitude de penser à où est-ce que ma nourriture vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas des questions qu'on a l'habitude qu'on se demande. Aussi, c'est chez nous. Donc notre économie locale, nos producteurs locaux, il y a un gros potentiel économique là, et vous le savez très bien au marché. Donc, mais quelques petites statistiques que j'aime partager, c'est que depuis les années 60, on a perdu 90% de nos fermiers. Dans cette même période, on est allé de produire 75% de notre propre nourriture. Jusqu'à maintenant, on est arrivé au point où on importe 95% de ce qu'on achète à l'épicerie. Donc c'est un énorme changement et dans un temps pas mal court. Et c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment adresser et que le mouvement alimentaire cherche à adresser. L'environnement, donc la façon dont nous consommons de la nourriture et les implications directes que ça a sur notre environnement local, nos écosystèmes, mais aussi, point de vue changement climatique et notre impact sur ça. La culture acadienne est concentrée autour de nos produits locaux et la majorité de ces mets sont pas aussi facilement disponibles qu'ils étaient, surtout quand on pense aux fruits de mer et même si on pense à même les trucs aussi simples que des patates. Les patates locales, elles sont produites, mais dans nos épiceries, la plupart de nos patates ne viennent pas de par ici. Même les patates, c'est pas un très bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Je n'ai pas choisi un bon légume là parce que. Aussi la justice sociale. Donc l'idée, c'est que les personnes les plus vulnérables de notre société sont ceux qui ont besoin de la meilleure nourriture possible pour avoir un impact sur leur qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose qui présentement est loin d'être accompli. C'est les personnes qui ont le plus besoin, les personnes les plus vulnérables dans notre société, qui ont le moins d'accès à de la nourriture saine, qui leur donne la chance to meet their possibilities. Nos citoyens utilisent de plus en plus les services de banque alimentaire. Et vraiment, les banques alimentaires, ce n'est pas une façon très bonne de mesurer l'insécurité alimentaire parce que c'est rien qu'un tiers des gens qui vivent dans l'insécurité alimentaire qui iront à une banque alimentaire. Donc, c'est quelque chose de pas mal gros. Et un autre truc, c'est que la nourriture dans notre société est traitée comme une commodité, comme le bois, le pétrole, tandis que c'est un ingrédient de base pour le bien-être socio-culturel d'une communauté. Donc il faut qu'on demande au monde de commencer à penser à la nourriture un petit peu différemment de ce côté-là. Donc avec ce guide, avec cette promesse, on a une guide d'aventure. Un guide d'aventure, on l'appelle ça. C'est un guide rempli d'idées pour des actions, de ressources, de choses qui se passent. On veut vraiment sensibiliser le monde à ce qui se passe déjà dans nos communautés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est une façon d'engager le public avec ces initiatives et les encourager à penser en dehors de la boîte et trouver des nouvelles idées. Donc, quelques exemples d'actions alimentaires, juste pour comprendre ce que c'est, ce qu'on encourage. C'est comme encourager les gens de comprendre les politiques alimentaires qui existent autour d'eux, identifier les terres à potentiel agricole dans nos communautés, reconnaître leurs valeurs. Par exemple, organiser ou rejoindre une cuisine collective, il y en a plein qui se passent et c'est une vraiment bonne façon
d'accéder à la bonne nourriture et de créer de la communauté. Joindre un club d'achat, il y a des super clubs d'achat qui commencent à venir au Nouveau-Brunswick, où pour un prix réduit, en achetant en gros, on est capable de donner des paniers de fruits et légumes pour 15 pièces parce que tu payes le prix wholesale et puis tu reçois comme 50 pièces de fruits et légumes. Donc c'est vraiment une bonne façon d'encourager les gens à mieux manger. Apprendre à sauver nos graines. On a des ressources pour faire le trajet gratuit à l'épicerie. Il y a des services qui existent comme ça. Apprendre à faire un jardin urbain. Et puis, j'aurais pas dû le mettre celui-là quand je parle à des municipalités, mais l'idée d'élever ses propres poules pour une source de protéines abordable, ça, je vais pas vous tanner avec ça. Donc, on pourrait oublier le dernier là. Donc, des exemples de ce que d'autres municipalités ont fait dans notre coin. Donc, il y a l'adoption de la promesse. Donc, la ville de Moncton, Riverview, Riverside Albert, puis il y en a d'autres qui commencent à venir, qui ont adopté la promesse. Parce que la promesse, c'est des grandes lignes. Il n'y a pas de choses, on ne demande rien, on demande juste de se servir de cette promesse dans notre façon d'approcher la nourriture. La ville de Riverview a une vraiment bonne idée. Ils ont investi dans la cuisine de Coverdale Rec Center. Ils l'ont transformé en cuisine classe 5. Et puis, ils ont transformé ça en cuisine incubatrice. Donc, si tu voulais commencer une petite entreprise, ils avaient des micro-grants qui allaient avec. Et puis, si tu voulais commencer une petite entreprise, ils te laissent utiliser la cuisine gratuitement. Puis, au fur et à mesure que tu développes ton plan d'affaires, tu commences à payer le loyer. Et dans la fin, ils ont réussi, en 1 an, ils ont reçu 10 000 pièces de revenus qui est sorti de ça. 5 micro-entreprises ont commencé, 3 ont eu du succès, existent encore maintenant. La ville de Moncton et de Riverview, la ville de Moncton, ils ont leur plan d'inclusion sociale où ils ont directement utilisé la promesse alimentaire. Pareil avec le plan de durabilité intégré de Riverview. Une autre idée, c'est qu'ils ont mis la promesse alimentaire dans la description d'emploi des étudiants d'été dans la ville de Riverview. Donc, quand ils organisent des trucs communautaires, ça fait partie de leur job description de penser d'où vient la nourriture, comment est-ce qu'on pourrait sourcer local. Un exemple, c'est comme ils font un community movie night et à la place de popcorn, ils ont utilisé des bleuets. Juste des petits trucs comme ça. Puis l'approvisionnement de produits locaux aux événements municipaux. Ça, c'est une autre façon de supporter. La plupart de nos municipalités le font déjà, mais c'est juste quand on fait cette promesse, nous autres, on veut promouvoir ça, et puis on peut voir, la municipalité est capable d'être un leader à ce niveau-là. Et puis, ça commence à sensibiliser le monde. Donc, avant de finir, là, je voulais juste parler des déterminants sociaux de la santé. Donc, ce sont des réalités socio-économiques qui influencent la santé et la qualité de vie. Ces facteurs ont un impact sur les membres de la communauté, indépendamment de leur choix de santé individuel. Donc ça, c'est des choses qui existent, des ressources, de l'infrastructure qui existent dans nos communautés, qui n'ont rien à faire avec les décisions personnelles d'un citoyen. Et c'est là que les municipalités sont vraiment capables d'avoir un impact. Ça, c'est des trucs où on se dit, l'alimentation, ça, c'est fédéral, c'est provincial, tout ça. Mais le milieu communautaire dans lequel les citoyens vivent peut avoir un gros impact sur ces déterminants-là. Donc, je voulais juste ça. Il y a beaucoup de recherches autour de ça qui montrent que les municipalités sont capables de faire beaucoup par rapport à l'accès à la nourriture. Donc, je sais que c'est pas on ne vous demande pas de faire une décision, mais c'est juste notre demande, ce qu'on est en train de demander au Conseil. On demande à y penser, d'adopter et signer la promesse alimentaire en tant que municipalité, promouvoir cette promesse alimentaire sur le site web et dans l'organisation, parce qu'on trouve souvent, c'est quand il y a des lignes directrices, des choses comme ça, si ça va juste comme au leadership, ça a un impact quand même, mais quand ça va dans toute l'organisation, c'est là que ça prend de la force et que l'impact se ressent beaucoup et ça s'est partagé dans la communauté. Travailler avec nos aliments Sud-Est Nouveau-Brunswick et puis nos partenaires, il y en a plein là, envers des actions simples qui s'appliquent aux ressources existantes, aux choses que vous faites déjà, et puis qui complémentent les travaux que vous avez déjà commencés. Donc, à partir de là, on trouve qu'en regardant ce qui existe,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver des actions faciles et on peut commencer à donner du momentum à ce mouvement-là. Donc, je vous remercie pour votre temps et si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Question de la part des membres du Conseil. Merci pour la présentation, premièrement. En débutant avec M. Cormier. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. 2 points. Puis, j'ai pas de questions. Oh non, là, c'est la période de bombardement. OK. Non, mais la question des poules n'est pas si farfelue que ça. Peut-être pas au centre-ville, mais il y aurait quand même peut-être des possibilités de regarder de façon collective, avoir des petites fermes d'élevage de volailles. Et aussi, moi, j'accroche là-dessus au niveau des jardins communautaires. On a déjà quelques-uns, mais je pense qu'on pourrait en avoir plus. Et lorsque je fais le tour de la ville, puis que je vois tous les terrains que nos ancêtres ont défrichés de peine et misère, puis qui sont en train de se prendre en verne ou en arbuste, je me dis, on pourrait peut-être bénéficier, puis se servir de ces terrains, trouver une façon de se servir de ces terrains pour avoir des jardins communautaires. Vraiment, les jardins communautaires, c'est pas facile, n'empêche. C'est dur d'avoir l'engagement des citoyens. Ça, c'est un des gros. Mais ce qui est bien, c'est que le plus de jardins qu'il y a, je sais que c'est pas le cas ici, mais en général, ça prend beaucoup de travail d'avoir l'engagement. Et puis, un côté, c'est le développement communautaire qui arrive avec les jardins. L'autre côté, c'est d'arriver au point où les jardins deviennent une source d'alimentation pour la ville, où carrément les jardins communautaires ont une valeur non seulement culturelle, mais aussi commerciale. Et sociale. Monsieur Alain. Merci pour la présentation, Aaron. Une chose, tu représentes quel groupe? C'est pas, dans la présentation, c'est pas vraiment clair. Donc, c'est qui, Aaron? Je trouve que c'est une super belle présentation. J'ai vraiment aimé l'idée de la cuisine incubatrice. À Riverview, c'est quelque chose. Sensibiliser les gens sur la nourriture, super. Est-ce que tu travailles pour les fermiers, le marché des fermiers? C'est quoi ça englobe? Ce qu'on est, c'est le projet Nos Aliments. Donc, Nos Aliments, une partie de nos fonds viennent du projet Nos Aliments en Nouvelle-Écosse. Et c'est des fonds fédéraux du PHAC, Public Health Agency of Canada. Donc, c'est de là que ça vient. Nous, on est un projet qui travaille avec eux. On a reçu des fonds. On existe depuis à peu près 6-7 ans. On a aussi travaillé avec Centraide, on travaille avec Moncton Head Start. Donc, on a toujours eu plusieurs formes et on a toujours été un réseau. Donc, on a un organisme hôte. Donc, maintenant, l'organisme hôte de Nos Aliments Sud-Est Nouveau-Brunswick, c'est Centraide. Donc, maintenant, on travaille à partir de Centraide. Mais étant un réseau, on s'organise autour des parties prenantes. Donc, on a des fermiers qui font partie du réseau. La récolte, par exemple, ce projet-là, la récolte de chez nous a eu beaucoup à faire avec le développement de la charte alimentaire, la recherche qui est allée dedans comme depuis un bout de temps. Donc, il y a la récolte, on travaille avec le district scolaire, les 2 districts scolaires. Et vraiment, nous, on est là pour aider les gens à se connecter et aussi leur aider à trouver des ressources. Donc souvent, on les aide à trouver des fonds, des choses comme ça. Et puis notre façon de nous justifier, c'est vraiment de montrer l'impact communautaire qu'on est capable d'avoir en tant qu'organisateur de réseau. Je ne sais pas si ça explique bien là. C'est pas évident. Ouais, comme un nouveau conseiller, Aaron arrive ici, super belle présentation, mais tu représentes. Ça vient, ouais. Donc, Alain, dorénavant, commencez avec vous introduire c'est qui votre organisation? Merci. Parfait. Merci. Venant d'un vendeur, là, un gars de vente, là, c'est ça. Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Moi, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est de connaître un peu votre plan d'action par rapport à la participation de l'individu, du citoyen.
c'est bien beau que nous, en termes de municipalité, on fait la promotion de cette initiative-là. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher monsieur ou madame concernant cet engagement-là? Et de quelle façon vous pensez d'approcher ça? Notre stratégie de communication, elle commence, il y a 1 mois qu'on a réussi à trouver des fonds pour avoir un site web dédié directement à la promesse alimentaire. Avant, on faisait partie du site du réseau de sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick. Et puis, c'était un peu dur à trouver, donc maintenant, on va avoir notre propre site. Et puis, vraiment, l'engagement, c'est l'engagement direct avec les membres de notre réseau. Mais vraiment, la stratégie qu'on a prise, c'est qu'on ne cherche pas à trouver plein de signatures pour faire une pétition. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont engagés, des gens qui identifient avec cette charte. Et je n'ai pas pris le temps de vous le montrer. Si ça vous intéresse, bienvenue de checker. Le guide d'action, c'est un guide qui comme unpacks tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans ce guide, il y a plein de ressources pour les gens. L'idée, c'est que si on partage des ressources, les gens ils vont commencer à s'engager. Et en même temps, c'est nos partenaires. Par exemple, Slow Food Kokan-Yakadi, le groupe de développement durable du pays de Kokan, le réseau d'inclusion communautaire du comté de Kent, Foods of the Funny Valley à Albert County. C'est tous des partenaires qu'on connaît très bien. Et notre approche, vraiment, ça va être de... Voici la charte, on a travaillé ensemble pour le faire. Maintenant, faites la promotion en dedans de vos groupes et on va s'en servir pratiquement et on va voir ce qui en sort. Comme ça, vous ne voyez pas la participation du citoyen pour qu'il s'engage. Oh oui. Lui. Oh oui, donc, c'est il n'y a ça. pas de charte pour le citoyen qui dit « Moi, comme citoyen, je m'engage Oui, à supporter les éléments. » Il n'y a rien qu'à aller sur le site et puis dès que tu vas cliquer ici pour signer. Puis on demande ton nom, ton courriel et puis on te demande qu'est-ce qui t'intéresse, comme qu'est-ce qui t'a frappé. Et comme ça, on va prendre cette information puis on va faire le suivi avec eux. Et puis on va leur recommander, on va leur donner le guide d'action, puis on dit, hey, il y a des choses qui se passent autour de ce qui vous intéresse, par exemple l'éducation. On sait qu'il y a plein de choses qui se passent dans nos écoles. Et si Parce vous voulez vous engager... il pourrait y avoir des clubs qui s'organisent autour ouais, de et puis ça. il y en a beaucoup. Il y a des clubs pour les fleurs, puis il y a des clubs pour toutes sortes de choses. Donc, il y a plein peut-être qu'il y a des clubs sur l'alimentation ou sur des engagements. Il y en a déjà, je sais qu'il y en a qu'on ne connaît pas, mais on a fait partie du développement de pas mal dans le système scolaire en particulier. Et puis aussi, ça s'appelle les actions communautaires en alimentation. C'est un programme du développement social. Et on aide les organisations à trouver des fonds pour des trucs comme des cuisines collectives, de l'achat en vrac, en groupe, des jardins communautaires, toutes ce genre de choses. Donc, D'accord, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, je demanderais peut-être à M. Bugeaud, peut-être pour le bénéfice des membres du Conseil, de peut-être faire le tour de quelques items où on est impliqué avec, à part des jardins communautaires là, que tout le monde autour de la table connaît quand même assez bien, autant au parc Rotary Saint-Anselme que l'école Mathieu Martin, qu'à côté du centre aquatique et tout là. Justement, merci, M. le maire, membre du Conseil. Alors, on a un comité stratégie de mieux-être où il y a différents intervenants de la communauté. On a des gens qui interviennent au niveau des écoles, ainsi de suite. Fait qu'on a fait différents projets. Il y avait des défis pour faire bouger les gens. On a fait 2 années de fil. Il y avait aussi au niveau de l'alimentation, où est-ce qu'on a rencontré des gens, des partenaires dans la communauté pour améliorer la qualité d'alimentation qu'on sert au public. Alors, on a fait ça dans nos installations récréatives et c'est un projet qui continue. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup de similarités avec la stratégie de mieux-être qu'on a en place. Je vois des similarités avec le projet ici. Il y a aussi, cette année, il y a eu des amendes positives qu'on a faites au niveau des gens qui faisaient des bons comportements au niveau de la santé. Alors, ça pouvait être différents comportements. Ça fait que ça a eu un succès.
Alors, le comité recherche toujours des nouveaux partenaires. Ça fait que j'en ai discuté avec notre agent communautaire, puis je voulais en discuter avec la représentante de la région, mais je n'ai pas pu lui en parler avant la réunion ce soir. Mais c'est certain qu'on va partager l'information. Merci. Peut-être un autre ajout aussi, c'est quand même, on espère bientôt de pouvoir mettre l'appel dans la terre pour notre centre intergénérationnel où il y aura des cuisines expérimentales et aussi des cuisines enseignantes. C'est ça. Oui, exactement. Puis si vous me le permettez, quand on a discuté des jardins communautaires, à Dieppe, c'est très populaire. Juste pour vous donner un des jardins, on a fait 2 ajouts au site du centre aquatique et sportif. Il y a une liste d'attente pour les gens qui veulent justement continuer l'expérience des jardins communautaires. Puis on va avoir aussi, il y a peut-être une possibilité d'une serre qu'on va développer. Ça va être intéressant. Merci. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre si, au niveau provincial, j'imagine que les terres agricoles payent moins de taxes que le milieu, certainement le milieu urbain, ou est-ce qu'à l'intérieur de la municipalité, on a des terres agricoles? Non? Là, je regarde les gens de planification, de planification du territoire, là, mais... Oui, salut, M. le maire. Au niveau provincial, oui, on a... Bonsoir. Au niveau provincial, ce qu'on appelle, le jargon en anglais, c'est PITA. Justement, un producteur doit enregistrer sa terre pour justement avoir des crédits de taxes et d'impôts. À l'intérieur de la municipalité, on n'en a pas, par contre. Mais on a quand même des secteurs, avec le nouveau plan municipal qu'on a adopté en 2015, il y a quand même des secteurs où on permet des fermes, des hobby farms. Et aussi, là, dans ces régions-là, on permet là, des poules urbaines. Ça fait, il y a des secteurs dans la municipalité qu'on permet justement des poules. Mais pour ce qui est des terres PITA, on n'a pas à l'intérieur de la municipalité. Non. Je sais que dans la ville de Calgary, à un moment donné, il y avait un bonhomme que je connaissais là, qui, lui, gérait justement des terres à l'intérieur de la municipalité qui étaient classées comme des terres agricoles, qui faisait que les gens, évidemment, les propriétaires de ces terrains sauvaient beaucoup d'argent en termes de taxes. Alors, il y avait quand même une ristourne, une idée d'affaires là, pour ceux-là que ça pourrait intéresser, là, mais il y avait une ristourne, évidemment, qui payait au monsieur pour toutes ces choses-là, puis en autant qu'il était productif, évidemment, pas juste... Exactement. Puis pour ce qui est des terrains PITA à l'intérieur de la province, c'est que lorsqu'on les fermiers décident de vendre la terre ou subdiviser la terre, ils doivent payer les taxes qu'ils n'ont pas payées pendant toutes ces années-là. C'est pour ça, souvent, c'est leur fonds de pension, les agriculteurs, leur terre, mais c'est ça, c'est une distinction à faire. Okay. Merci. Bonne discussion. Autre question pour... Darren. Oui, absolument. Je sais que c'est pas... On a fait une recherche, on a fait un petit peu de recherche pendant les 4 dernières années. Et une des choses qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a une façon d'identifier juste à gros plan quelle sorte d'accès à des terres agricoles qu'on a. Et dans notre guide d'action, on a... moi, avant, je travaillais dans la géomatique. Donc, dans mon temps libre, ce que j'ai pris, c'est une carte des sols du Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai pris tous les endroits qui ne sont pas forestiers du Nouveau-Brunswick. Et puis, ça a été organisé en type de sol. Et puis, c'est facile de les classifier. Et puis, j'ai pris ça, puis j'ai juste mis ça par-dessus toutes les municipalités de notre région pour voir. Et ce n'est pas des vraies terres agricoles comme du PITA ou quoi de même. Mais c'est quand même des terres à potentiel agricole. Et un exemple que je voulais juste partager, c'est dans la ville de Sackville, ils ont fait un jardin communautaire comme dans des terres vraiment, vraiment basses. Et il y a même des fois que leur jardin communautaire est inondé. Parfois, ils perdent ce qu'ils ont dans le jardin, mais à côté, ils ont créé un Edible Forest Garden. Et c'est un jardin communautaire. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose avec. Ça prend un investissement de faire pousser toutes ces plantes locales. Mais ça a inondé 2 fois. Ça a tué tout ce qu'il y avait dans le jardin. Mais le petit Edible Forest, une place grande comme ceci,
toujours très très bien allé. Les gens pouvaient aller récolter des fruits, il y avait des fiddleheads qui poussaient dedans. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec les terres à potentiel. Pas nécessairement des fermes ou des trucs comme ça, mais il y a du gros potentiel et ça a été fait dans d'autres endroits. Chez nos homonymes à Dieppe, en Normandie, ils ont à différents endroits sur les trottoirs des carrés, essentiellement, où on a poussé des légumes, puis c'est là pour les gens de les ramasser quand ils veulent. C'est ça. Alors, c'est à la disposition de tout le monde. Alors, c'est le type de choses. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que quelques semaines passées, j'avais posé la question à savoir est-ce qu'on pouvait faire des jardins en avant de la maison chez soi. Là. Et puis la réponse, c'est oui, on peut. Je sais qu'au Québec, dans la région de Montréal ou sur la Rive-Sud, à un moment donné, ils avaient essayé d'empêcher ça, mais la révolte s'ensuit. Alors, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mes questions n'ont pas suscité d'autres questions? Alors, merci encore une fois. On peut travailler ensemble parce que c'est ça, on veut collaborer, on n'est pas là pour dire qu'on a les réponses. C'est bien. OK, merci. Alors, pour la deuxième présentation, on va parler avec M. Girard en particulier, mais on va pas s'attarder sur les noms. On va parler du plan de développement durable de la municipalité. Alors, notre grande foule participante, vous êtes bienvenus à rester. On va parler quand même de développement durable à l'intérieur de notre municipalité, fait que c'est peut-être un sujet d'intérêt. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme vous savez, à chaque année, c'est la deuxième année, on vient vous présenter les projets qu'on a entamés ou achevés au courant de l'année 2017 pour cette année. Donc, un bref aperçu de la présentation. On va revenir là, sur ce qu'est le plan de développement durable, les trois sphères du développement durable, les 10 axes d'intervention qu'on a à l'intérieur de notre document. Puis aussi, là, comme je viens de mentionner, on va parler des projets entamés ou achevés en 2017. Seulement pour vous dire, au niveau du financement, 2017, on a été chercher une valeur de 182 000 $ en financement pour 2 projets qu'on va vous présenter ce soir. Donc, comme mentionné, le plan de développement durable, c'est un plan qu'on revisite à chaque 5 ans, donc celui-ci 2017 à 2021. Les sphères du développement durable, comme vous savez, c'est l'économie, l'environnement et le développement communautaire, la vie communautaire. Les 10 axes d'intervention qui font partie du document, il y a le milieu naturel, changement climatique, sécurité alimentaire. C'était une très bonne présentation en passant. Ça, vous l'avez ajouté après? Non, quand on a su, hein, c'est ça. Donc, matières résiduelles, gestion de l'eau, énergie, transport, industrie, innovation et infrastructure, gestion de la qualité de l'air, gouvernance, partenariat et initiative municipale. Comme mentionné, les divers projets qu'on travaille dessus, c'est pour améliorer la qualité de vie de l'environnement des gens de Dieppe, mais aussi de l'économie. Donc, le plan de développement durable, c'est quand même, qu'est-ce qui est intéressant avec ce document-là, c'est qu'il est en lien avec d'autres documents connexes à l'intérieur de la municipalité. Puis souvent, le monde municipal, on a beaucoup d'arrêtés, on a beaucoup de documents, mais souvent, on oublie de faire les liens. On a toute la bonne information dans chaque document, mais des fois, on ne les feuille pas assez, alors que le plan d'aménagement municipal puis le plan de développement durable, mais on s'assure d'avoir justement, de faire des liens avec les différentes initiatives qu'on mène à l'intérieur de la municipalité. Je vais vous parler du plan directeur du centre-ville, plan de transport destination 2040. On a justement un projet, le prochain projet que je vais vous présenter, c'est justement en lien. Ce qu'on a fait de différent cette année comme forme de présentation, l'an passé, pour ceux qui s'en rappellent, on avait essayé d'identifier un projet pour chaque axe. Mais c'était quand même un peu difficile parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des projets qu'on vous présentait, que ça touchait quand même à différents axes. Ça fait ce soir, qu'est-ce qu'on vous présente, c'est plutôt le projet comme tel ou l'initiative comme telle. Puis comme vous pouvez voir en bas à gauche, on a vraiment l'axe. À titre d'exemple, le premier projet, c'est le projet de BC Born, qui
touche à une gouvernance, partenariat, initiative municipale. C'est une initiative que nous, on a entamée. Puis aussi, au niveau du transport, on parle de transport actif. Destination 2040, il y a justement un volet qu'on parle de transport actif. Donc, l'an passé, avec le budget qu'on avait pour le développement durable, on a acheté 3 BC-bornes. Pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'est des BC-bornes, c'est un peu comme une station-service, mais pour les bicyclettes. Mais pas seulement pour les bicyclettes aussi, ça pourrait être pour les j'appelle ça un pouce-pouce là, pour les enfants. J'ai un petit vidéo d'une durée d'1 minute qui vous explique un peu là, qu'est-ce qui est c'est quoi exactement. Ce qui est bien avec les BC-bornes, c'est de... Il y a des choses qu'on aime qui changent pour le mieux. Ce qui est bien, c'est que c'est un produit, pas local, mais c'est un produit canadien. C'est une firme du Québec, Saint-Hyacinthe. On a déjà reçu les BC-bornes, mais on voulait, avec le service à mon collègue Bugeaud, on voulait justement les implanter là, au printemps. Puis on pourra faire là, de la promotion là, avec le service de communication dans le Diab Mag. Notre but, on a acheté 3, mais notre but, c'est de faire vraiment développer un circuit à l'intérieur de la municipalité. On est quand même connu là, pour nos pistes cyclables et sentiers. On a déjà identifié, je pense, là, a priori, là, 3 secteurs privilégiés. Le centre-ville, le parc Rotary, mais aussi là, dans un environnement proche du sentier là, du Marais. Donc, ça, c'est une des initiatives qu'on a fait en 2017. Un autre projet, un projet intéressant, c'est des fonds qu'on a eu du Fonds de fiducie en environnement. On a appliqué pour, puis c'est avec une ancienne étudiante qui travaillait qui a fait son stage à la ville de Dieppe, puis avec nous au service de planification. Puis c'était une bonne expérience avec l'étudiante. On a vu comment on pourrait, sans voir l'argent pour continuer avec elle, on a fait une proposition au Fonds de fiducie en environnement. Puis, on a reçu un financement de l'ordre de 22 000 $. Donc, ce qui est bien avec ce projet-là, c'est un projet éducatif pour deux projets concrets. Un, c'est des barils récupérateurs d'eau. Comme vous pouvez voir sur la photo, on parle des jardins communautaires, mais c'est justement un exemple de barils qu'on a déjà à l'heure actuelle. Puis ce qu'on veut faire aussi, c'est un volet artistique avec ça aussi. C'est de l'art urbain. On a justement, là, on travaille avec l'Université de Moncton, avec le département des arts, pour justement pouvoir dessiner ou peinturer plutôt ces barils récupérateurs d'eau-là. On travaille aussi, là, on travaille, mais il y a une classe de 5e année de l'école Anna Moll-Enfant qui participe justement à ce projet-là. C'est éducatif. On a une enseignante, puis on a aussi 4 personnes à la retraite qui travaillent avec les jeunes pour justement promouvoir des saines habitudes de conservation de l'eau.
Puis un autre projet, une autre portion de ce financement-là aussi, c'est de faire, vous savez, on a des bassins de rétention à l'intérieur de la municipalité. On a identifié 3 pour améliorer le cosmétique urbain, améliorer leur apparence. Monsieur le maire, vous avez fait allusion à Dieppe en France avec les bacs de légumes ou de fruits. Ce qu'on veut faire, celui qui est le long du boulevard Dieppe, excusez-moi, et celui-ci, tout près du Jean Coutu, ce qui est proposé de faire, c'est de planter des vignes de raisins. Donc, avec les années, ça peut prendre 5 ans à avoir des raisins, mais au moins après 5 ans, on aurait la possibilité d'avoir des raisins, puis les gens qui passent dans le secteur pourraient en ramasser, pourraient en cueillir. Puis en même temps, là, ça cache justement là, la clôture grillagée qui a La laideur. Donc, les deux autres bassins qu'on a identifiés, c'est sur le chemin Bourg. Vous savez, on passe devant ces bassins-là, c'est quand même, on peut le dire, c'est une pollution visuelle. Il y en a un des deux qu'on veut, avec le programme de plantation d'arbres de la municipalité, on veut planter des arbres aux abords. Puis le deuxième, le plus petit, là, on veut justement, toujours avec la classe de 5e année, aller planter des espèces indigènes là, pour végétaliser le bassin en question. Donc, si on a du succès, on a déjà discuté là, avec les services qui s'occupent des bassins de rétention à l'intérieur de la municipalité, c'est d'avoir des fonds peut-être annuellement d'améliorer un. Donc, ici aussi, j'ai un petit vidéo à vous faire montrer parce qu'on a quand même un vidéo promotionnel qui faisait partie là, des besoins qu'on devait pour avoir le financement. On doit quand même produire certaines choses. Puis, on a produit une vidéo. Il est en français, ça va être une vidéo bilingue. Puis, ça démontre justement comment installer un baril récupérateur d'eau chez vous. On va acquérir une quarantaine de barils récupérateurs d'eau. Puis, lors du Festival de la jeunesse, on va faire avec le service toujours à Luc, on va faire la promotion, comment utiliser ça. Puis, on va faire tirer les barils aux gens qui voudraient en avoir un pour à la maison. Nous avons la chance de vivre dans une région du monde où l'eau est une ressource abondante et où chacun a la possibilité de l'utiliser gratuitement ou pour pas très cher. Par contre, dans le contexte actuel où les problèmes d'eau tels que des sécheresses ou le manque d'eau potable inquiètent l'ensemble de la planète, de nombreuses personnes se sont engagées à préserver cette ressource précieuse. Par exemple, par l'utilisation de barils de récupération d'eau de pluie à la maison. Un baril récupérateur d'eau de pluie permet de diminuer sa consommation d'eau potable à l'extérieur de la maison. Par exemple, on peut utiliser l'eau recueillie pour arroser les plantes et le jardin, pour laver sa voiture, les meubles d'extérieur ou pour toute activité où l'utilisation de l'eau est nécessaire. Non seulement les barils récupérateurs d'eau sont écologiques, mais ils permettent aussi de réduire le stress sur les infrastructures municipales lors des précipitations abondantes en détournant l'eau de pluie des égouts pluviaux. Une autre excellente raison d'utiliser le baril récupérateur, c'est que l'eau qui est recueillie est une eau qui n'a pas été traitée, qui ne contient pas de chlore et qui est donc meilleure pour les plantes. En plus, lors des restrictions sur l'utilisation de l'eau pendant l'été, il est encore possible d'arroser son jardin ou de nettoyer sa voiture. Un baril de ce type contient environ 200 litres et permet de récupérer en moyenne 4800 litres d'eau en un été seulement. Assez impressionnant. Pas besoin d'un professionnel pour installer votre baril récupérateur d'eau de pluie. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Installez une base, un bloc de béton, une dalle de ciment ou un cadrage de bois. Assurez-vous que la hauteur de celle-ci vous permette d'avoir accès à la valve. Ajustez la descente de gouttière et coupez celle-ci à la bonne hauteur. Déposez le baril sur la base et connectez la descente de gouttière à celui-ci. Dirigez l'eau de la gouttière vers le baril.
l'eau de pluie tombe sur la toiture et est acheminée vers la gouttière jusqu'au baril récupérateur d'eau. Le baril se remplit progressivement. Et voilà. Avant l'hiver, il faut vider, déconnecter et nettoyer le baril afin d'éviter qu'il soit endommagé par le gel. Vérifiez de temps en temps que rien ne s'est accumulé au fond du baril et au besoin, lavez-le à l'aide d'un savon doux et biodégradable. Vous pouvez aussi peindre votre baril et le transformer en œuvre d'art. Alors, si vous êtes soucieux de l'environnement et que vous voulez participer à une meilleure gestion de l'eau dans votre milieu de vie, n'hésitez pas à installer un baril récupérateur d'eau de pluie. C'est facile, écologique et pratique. C'est bien. Donc, je vais laisser la parole à Alexandre pour les prochains projets. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, conseiller. Donc, un document qui est important aussi pour la municipalité, puis qui est aussi qui a un lien direct avec notre plan de développement durable, c'est le plan d'action de réduction de gaz à effet de serre. Donc, en 2016, le Conseil a adopté le plan d'action de réduction de gaz à effet de serre, puis s'est fixé des objectifs par rapport à la réduction de gaz à effet de serre, par rapport au volet corporatif et aussi le volet collectif. Donc, on peut diviser le volet corporatif en différentes sections, donc les bâtiments, la flotte municipale et puis les déchets qui sont acheminés par la municipalité vers les sites d'enfouissement. Donc, vous avez devant vous ici une diapositive qui parle d'une initiative que la municipalité a entamée en 2017. Donc, on a effectivement transformé un véhicule donc de gaz à propane. Donc, ça a ici comme objectif de diminuer les taux de gaz à effet de serre. Ça a une meilleure efficacité énergétique. Et puis, en tout, là, ça a une meilleure économie financière là, pour la municipalité. Donc, un autre volet ici qui touche à la flotte municipale, une action concrète qu'on a entamée en 2017, c'est que la municipalité s'est engagée au volet démonstration du projet Sauvé. Donc, qu'est-ce que ça en est? C'est la municipalité s'est engagée avec nos partenaires de la FMNB et puis de la FCM pour acheter 2 voitures électriques. 2 bornes de recharge, une à niveau 2 et l'autre de niveau 3, et aussi une station de service. Donc, avec ce projet-ci, la municipalité devra fournir 20% du coût financier, puis la FCM nous donnerait un financement de 80%, donc ça aurait une valeur d'environ 145 000 et puis, tout ça pour l'objectif, là encore, de diminuer nos émissions par rapport à notre flotte municipale. Donc, un autre projet qu'on a entamé, c'est une étude de faisabilité pour 2 de nos bâtiments. Ici, c'est pour voir si effectivement il y a une possibilité de transformer les 2 bâtiments cibles, donc le centre aquatique et aussi le centre des opérations, afin d'y introduire la biomasse. Donc, à ce point-ci, c'est une étude de faisabilité. Il n'y a aucune décision qui a été prise. On attend toujours le rapport de nos partenaires, donc les consultants. C'est toujours un projet de partenariat avec la FMNB et puis la FCM. Donc, on attend toujours les résultats, puis on vous fera le suivi en 2018. Donc, une autre chose, puis ça, c'est plutôt un projet continu. Donc, étant donné la municipalité, on est en partenariat avec Éco360. Donc, cette organisation-là font avancer plusieurs bonnes choses positives par rapport au recyclage et puis à la gestion là, de nos déchets. Donc, Éco360 ont implanté un programme d'éco-dépôt mobile. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement au courant, qu'est-ce que le programme? Donc, le programme instaure des bacs, des bins de recyclage à différentes localisations à travers la région du Grand Moncton.
Donc, les gens sont invités à venir soit emporter les gros déchets que les poubelles normales ne ramasseraient pas à ces centres-là. Donc, si tu habites dans la région de Petit-Kodiak ou dans la région de Dieppe, bien, vous n'êtes pas obligé de vous rendre au site d'enfouissement de 360. Vous pouvez déposer vos déchets dans ces bacs mobiles-là. Donc, ça arrive une fois par année. Donc, c'est un programme qui en résulte encore d'une diminution de gaz à effet de serre. Encore là, on le connaît très bien, le programme de recyclage à 3 flux. Et aussi, je pense qu'une chose qui est vraiment intéressante pour la région, c'est que Éco360 a commencé à produire de l'électricité avec les déchets, donc avec le méthane là, qui est dégagé par les déchets du site d'enfouissement. Ils ont effectivement commencé à produire de l'électricité. Donc, c'est un programme qui est vraiment intéressant pour la région. Un autre programme c'est un programme continu à l'intérieur de la municipalité, c'est la plantation d'arbres avec le service de loisirs, avec Justin Poirier, son équipe, fait avancer la plantation d'arbres à travers de divers programmes à l'intérieur de la municipalité. Donc, comme vous pouvez le voir ici devant vous avec le tableau, la municipalité, on a planté 85 arbres par rapport au programme de plantation communautaire. 30 arbres pour le programme Un arbre pour la vie, 25 arbres pour le 150e du Canada, et puis 500 arbres, plantation de semis sur divers terrains municipaux, donc c'est des plus petits arbres, et puis 250 arbres donnés aux résidents au Festival de la jeunesse. Donc, comme vous pouvez voir, la municipalité en fait beaucoup pour promouvoir la plantation d'arbres. Puis cette action-là joue un rôle important encore là dans la diminution de gaz à effet de serre là, qui est produite au volet corporatif par rapport à la municipalité. Donc, notre prochain projet, on parle ici d'un aménagement d'un belvédère afin de valoriser la rivière Petit-Kodiak. Et puis, avec le service de Luc et puis autres partenaires, on a aménagé un belvédère pour avoir une meilleure perspective sur les vestiges ainsi que la boiteau existante, puis aussi avoir une meilleure perspective de la rivière Petit-Kodiak. Et aussi, la municipalité, en 2017, on a fait application pour recevoir des fonds pour éventuellement élever la digue et puis faire une réfection de la boiteau existante afin de combattre les impacts des changements climatiques. Destination 2040, encore là, c'est un autre projet là, qui touche à plusieurs axes d'intervention du plan de développement durable. On fait toujours une analyse continue des opportunités d'intégrer les concepts de rue complète à l'intérieur de la municipalité. On a terminé le plan directeur du centre-ville là, qui nous donne des recommandations concrètes. Et puis, il y a eu aussi une analyse approfondie là, du système de transport en commun à Dieppe là, pour voir c'est quoi les opportunités d'améliorer notre système de transport en commun à l'intérieur de la municipalité. Et puis, on essaie de faire beaucoup de promotion. Donc, notre service de communication nous aide grandement afin de promouvoir nos bons coups à l'intérieur de la municipalité. On utilise nos divers outils de communication, nos comptes Twitter, nos pages Facebook et puis le Dieppe Mag afin de communiquer nos initiatives, nos bons coups et aussi communiquer, éduquer la population par rapport à c'est quoi le développement durable, c'est quoi nos initiatives qu'on entame en 2017. Donc, on a un peu de statistiques devant vous, là, 26 publications sur notre page Facebook, 14 tweets et puis 5 articles de Dieppe Mag. Et puis, un autre aspect ici qui est très important, c'est de développer des nouveaux partenaires afin de faire avancer divers projets. Donc, on a devant vous ici la liste de partenaires qu'on travaille avec pour faire avancer divers projets, puis qu'on continue à travailler avec là, en 2018 là, pour continuer notre bonne direction. Donc, ceci conclut notre présentation. Si vous avez des questions. Merci, M. Girard. M. Frenette, question de la part des membres du Conseil.
Wow! C'est bien. Excellent. Merci pour votre présentation. Je pense que ça parle, puis ça dit beaucoup sur les activités au niveau du plan de développement durable pour la municipalité pour l'année passée et l'année qui s'en vient. Et je pense que c'est quelque chose où vraiment notre municipalité peut se positionner dans la région puis vraiment avoir un impact réel. Puis d'ailleurs, on est en train de préparer une présentation pour le 31 janvier avec la Chambre de commerce qu'on a la rencontre. Je pense que ça devrait être certainement un des éléments qui devrait être inclus, là, les highlights, là, les faits saillants du... merci Marc, les faits saillants du plan de développement durable pour question de positionnement. C'est quelque chose d'un peu différent que les choses plus traditionnelles de développement économique. Il ne faudra pas exclure le développement économique, mais il faudra ajouter peut-être des éléments de développement durable. OK, merci bien. Tourner à mon ordre du jour. Là. Ah bien. OK. Alors, comité de gouvernance sur le transport en commun, M. Godette. Merci, M. le maire. Il faut dire qu'on n'a pas eu de réunion depuis 3 mois maintenant. Notre prochaine réunion se trouve au 7 février. Donc, à ce moment-là, je pourrais rapporter à la prochaine réunion des nouveautés. Suffit de dire aussi que nous sommes dans une nouvelle année budgétaire et qu'on est en train de préparer les changements de route avec le nouveau budget qui nous permettra d'améliorer les routes à l'intérieur de la ville de Dieppe. Donc, tout ça prend pas mal de temps dans le sens qu'il faut avoir des approbations à tous les niveaux pour commencer ces routes-là. Donc, faut attendre un petit peu, probablement au début du printemps, on devrait être en mesure de au moins faire des annonces où ces routes-là vont se rendre. Le but des nouvelles routes, c'est d'essayer d'améliorer le transport en commun à l'intérieur de la municipalité, entre nos centres, tels que le centre sportif, l'école, les écoles, l'hôtel de ville, les arénas, etc. Donc, on espère que tout le monde va être bien heureux et content de voir ces nouveaux services. Merci, M. le maire. Merci. Prochain item, le plan de développement stratégique. Rien pour ce soir? OK. Alors, s'il n'y a personne qui n'a rien d'autre à ajouter, ce sera la fin de la réunion. Merci. Bonne soirée à tous.